Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Les militaires européens chargés de lutter contre les bandits armés non étatiques vont quitter le Mali pour le Niger. Le président de la République, Bazoum Mohamed, l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse. Toute chose qui a suscité un communiqué de presse d'Oxfam Afrique de l'Ouest que nous résume ici Hamza Sakou. Le retrait annoncé des forces militaires françaises et européennes du Mali est un terrible aveu d'échec. Après presque 10 ans d'opérations militaires, rien n'est vraiment réglé sur le terrain et une bonne partie du Sahel central continue de s'embraser. Plus de 2,1 millions de personnes ont dû fuir les violences et 13 millions de personnes ont actuellement besoin d'aide humanitaire. Le redéploiement militaire annoncé aujourd'hui ne résoudra rien si des leçons ne sont pas tirées sur les raisons de cette débâcle. Depuis plusieurs années, nous sommes nombreux à tirer la sonnette d'alarme sans avoir vraiment été écoutés sur l'inadaptation d'une approche avant tout militaire qui ne permet pas de s'attaquer aux causes profondes de la crise sahélienne. Tant et aussi longtemps qu'on ne laissera la tempête des inégalités souffler, celle-ci attisera les frustrations et le sentiment d'injustice des populations. Trop longtemps marginalisées et le Sahel brûlera. Près de 10 ans après l'arrivée des premières troupes françaises au Sahel, il est plus que temps de changer d'approche. Ces dernières semaines ont souligné l'urgence d'écouter les revendications des populations, d'ouvrir des espaces de dialogue avec une gouvernance transparente et inclusive et répondre à leurs besoins de vivre dans la dignité et dans la paix. Quant aux nouvelles stratégies de sécurité qui seront mises en place dans la région, celles-ci doivent faire de la protection des populations civiles une priorité absolue, tout en garantissant l'accès humanitaire, condition essentielle pour faciliter le retour à la paix. Cette décision française a également fait réagir la junte malienne au pouvoir. Suivant à ce propos, le porte-parole du gouvernement de transition, le colonel Ablaye Mega. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Ni en 2013, avec l'opération Serval, dont les objectifs étaient de détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national et faire appliquer les résolutions de l'ONU. Ni en 2016, avec l'opération Barkhane, dont les objectifs étaient de lutter contre le terrorisme, aider à faire monter en puissance l'armée malienne, intervenir en faveur des populations. Malgré la présence de l'opération Barkhane et des forces internationales, de 2013 à 2021, le Mali a risqué la partition et la menace terroriste, initialement localisée au nord du Mali, s'est répandue sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement rappelle que l'opération Serval n'aurait pas été nécessaire si l'OTAN n'était pas intervenue en Libye en 2011. Cette intervention qui a fondamentalement modifié la donne sécuritaire dans la région et dans laquelle la France a joué un rôle actif de premier plan et aux grandes dames des Africains, est à la base des problèmes sécuritaires actuels du Mali, en particulier, et du Sahel en général. Contrairement aux allégations relatives à la dégradation de la situation sécuritaire, les autorités de la transition, dans l'exercice de leurs droits souverains, ont entrepris des actions volontaristes pour diversifier les partenariats, consenti d'énormes efforts, permettant ainsi la montée en puissance
des forces armées maliennes et l'amélioration significative de la situation sécuritaire sur le terrain depuis 6 mois, notamment en vue de créer les conditions sécuritaires pour la tenue d'élections. En outre, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, le gouvernement du Mali a mis en place un mécanisme de concertation visant à adopter un chronogramme consensuel en rapport avec la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et certains pays de la région. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète une dernière fois. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le gouvernement exhorte nos vaillantes forces armées et de sécurité nationale à plus d'engagement, de vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et des biens. Attaché aux valeurs de dignité, le gouvernement reconnaît les sacrifices consentis et s'incline devant la mémoire des victimes de l'insécurité, civiles et militaires, maliennes et étrangères. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali, dans le respect de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple malien. Le gouvernement du Mali appelle la population à rester sereine et vigilante et prend l'engagement que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité. La suite de cette édition d'information avec la fin ce matin au Centre international de conférence Mohamed Kandi du troisième forum des mines et du pétrole de la CEDEAO et Comov. Un forum qui a duré 3 jours et qui s'est penché sur les voies et moyens permettant une intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales. Le résumé de la cérémonie avec Adam Ousmana. 3 jours d'exposition ayant accueilli une vingtaine de pays, au premier rang desquels ceux de l'espace CEDEAO, une centaine de panélistes pour plus de 600 participants. Tel est le résultat enregistré par la 3e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO de Niamey. Un rendez-vous régional à l'issue duquel les participants ont adopté plusieurs recommandations. Renforcer le cadre législatif et réglementaire qui permettra d'améliorer les retombées issues des industries géo-extractives. Favoriser le développement des infrastructures intégrées et promouvoir la transformation des matières premières en produits finis pour créer plus de valeur ajoutée. Envisager la création d'un fonds régional pour accompagner les États et les entreprises à financer les projets des industries géo-extractives et promouvoir la recherche, l'innovation et le développement. Développer des politiques et des cadres légaux de mise en œuvre du contenu local ainsi que des initiatives pour renforcer les capacités des entreprises nationales pour répondre aux exigences des compétitions. Assurer une bonne gouvernance dans les secteurs géo-extractifs pour favoriser les investissements. Adopter des procédures souples et transparentes, notamment la mise en place des plateformes digitales pour favoriser la promotion du secteur géo-extractif et attirer plus d'investissements. Mettre en place un système de communication efficace et inclusif afin d'impliquer les communautés locales dans l'identification des besoins de développement local. Améliorer le système d'information géoscientifique et cartographique de manière à les rendre disponibles, accessibles et fiables. Renforcer la collaboration entre les gouvernements et les entreprises minières et pétrolières pour développer des partenariats gagnant-gagnant afin de répondre à la demande
croissante d'énergie, veiller à la conformité environnementale des entreprises géo-extractives et mettre en place des mécanismes de valorisation des déchets issus de l'exploitation minière et pétrolière. Procédant à la clôture officielle de ce forum de Niamey, la ministre des Mines s'est réjouie de la réussite de ce rendez-vous ouest-africain qui, selon elle, a eu une portée beaucoup plus qu'africaine. À travers ces assises, des détenteurs de projets, des investisseurs internationaux, des services professionnels et spécialistes du secteur minier et pétrolier ont débattu sur des thèmes variés à travers 16 sessions. 16 sessions en 2 jours et demi. Et vous avez tous noté que nous avons eu des journées très longues qui commençaient à 9 h pour finir parfois à 22 h. Vraiment, permettez-moi, au nom de tous les organisateurs, de féliciter ces panélistes, ces investisseurs qui, par leur intérêt, ont vraiment marqué l'éclat de cette session. Au vu de la pertinence des recommandations au nombre de 10 pour cette 3e édition, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que les multiples défis qui se posent au secteur des ressources extractives de l'Afrique de l'Ouest seront relevés pour une intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales. Restons toujours avec ce forum où, en marge de ce forum, donc je disais, la ministre des Mines du Niger a signé 4 conventions minières avec une société dénommée Tessia Ressources SA pour l'exploitation de l'uranium. Nous retrouvons encore Adam Soumana pour le compte-rendu. Il s'agit là de la signature de 4 conventions minières entre le Niger et une société dénommée Tessia Resources SA, une signature à l'issue de laquelle la ministre nous parle du processus ayant abouti à cet acte. On avait envisagé la signature à l'ouverture du forum, on n'a pas pu la faire à l'ouverture et c'est comme ça qu'on a eu à la faire parce que c'est un promoteur nigérien qui a monté une société d'exploration nigérienne mais qui a des partenariats aussi avec des investisseurs internationaux. Donc pour nous, nous voulons donner le signal au secteur privé nigérien pour qu'il emboîte le pas à cette jeune société qui s'appelle la Tessia Resources SA. C'est vrai que l'administrateur gérant, c'est quelqu'un qui a duré dans l'intermédiation minière et près de 15 ans dans le secteur et qui bénéficie de certains accompagnements de sociétés financières internationales. Donc nous avons voulu le faire ici pour donner le signal au secteur privé nigérien à lui emboîter le pas et ne pas laisser ce champ uniquement libre pour des investisseurs étrangers. De dire aussi qu'eux-mêmes peuvent venir, ce n'est pas compliqué. Et quand on s'intéresse à un domaine, on se munit de toutes les garanties possibles pour réussir. L'essentiel, c'est de faire le premier pas. À la ministre de donner plus de détails sur les permis accordés à Tessia Resources SA. Cette société va faire de la recherche de l'uranium. Vous savez que l'uranium, nous avons un potentiel très dense. C'est vrai que la Cominac a fermé, mais la Cominac a fermé parce que les permis qu'elle a sont épuisés. Leur potentiel est épuisé, c'est pour ça que la Cominac a fermé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel uranifère au Niger. Il est là, il est dense. Maintenant, pour chaque société, ça dépend de l'endroit qu'elle a choisi pour faire son exploration, pour arriver à identifier un potentiel important afin de créer une société d'exploitation. Ainsi donc, le 3e forum de l'ECOMOF a, comme on le voit, été une aubaine pour cette société et certainement pour beaucoup d'autres dans les pays de l'espace CEDEAO à travers ce rendez-vous de Niamey. Colonel-major Djibril Mahamadou Dipele, il est le président de la FENIFOOT. Et il a rendu visite cet après-midi, une visite donc à l'équipe de l'Union sportive de la gendarmerie nationale, l'USGN, comme vous le savez, qui représentera le Niger dans le cadre qui s'est qualifié donc à la phase de groupe de la Coupe de la CAF. Et à cette occasion, l'USGN reçoit, Inch'Allah, ce dimanche au stade Jean-Hussein Koutié de Niamey, le club tanzanien du Simba FC. La gendarmerie aujourd'hui représente notre pays parce que c'est nos représentants en Coupe de la CAF. C'est les seuls qu'on a actuellement, donc on est en devoir de les appuyer, en tout cas de les suivre et de les manager, comme on l'a fait à l'époque pour l'AS-FAN. Donc c'est ce même message que nous sommes venus leur apporter. Ils ont fait un premier match que nous pensons
aurait pu être meilleur parce qu'on était quand même face à une grosse cylindrée qui est Berkane. Mais ils ont pu marquer 3 buts à Berkane sur place. Pour une équipe de l'Acadie de Berkane, c'est déjà un exploit de leur marquer 3 buts sur leurs installations. Mais on a encaissé aussi 5, ce qui est dommage. Ça veut dire qu'on peut faire mieux, ce que je leur ai dit. Donc il y a un travail à faire. On a parlé à leur encadrement et on s'est adressé aujourd'hui aux joueurs même pour leur dire qu'il y a moyen de faire, à parler du Niger en tout cas, dans cette compétition-là. La gendarmerie est mobilisée, beaucoup de gens sont mobilisés autour. Le seul bémol qu'on a, c'est que vous savez qu'on est en période de pandémie encore, et donc il y a toujours les restrictions au niveau des stades. Mais surtout, nous, c'est notre stade, c'est la qualification de notre stade. Notre stade, on est autorisé à avoir des publics que sur les parties où il y a les sièges. Donc on ne peut mettre qu'une petite partie Sahel Olympique qui est la tribune officielle. C'est déjà donc un truc qui nous pénalise. Si vous avez remarqué à Berkane, même ils ont joué pratiquement à gradin vide. Donc on va essayer de jouer ça, mais le gros souci que moi j'ai, et j'attire l'attention de tous les Nigériens, c'est l'état de notre stade, le stade Général Kounché. Nous avons fait l'effort de pouvoir le remonter un peu pour pouvoir lever la suspension, mais je pense que nous sommes repartis encore dans les travers pour des soucis d'entretien et pour des soucis de suivi. L'état dans lequel il est, la pelouse est actuellement, je crains fort qu'on ne soit suspendu après le match. Tous au stade donc pour supporter notre représentant, à savoir l'Union sportive de la gendarmerie nationale. En sport, retenez toujours que les éliminatoires qualificatifs de la CAN U20 de la zone IFOA B auront lieu, Inch'Allah, à Niamey en mai 2022. En prélude à ce regroupement, une mission de prospection de l'UFOA a séjourné dans notre pays. C'est Niamey qui abritera du 7 au 21 mai 2022 le tournoi qualificatif de la zone IFOA B comptant pour les éliminatoires de la CAN U20. À cet effet, une mission de l'UFOA B conduite par son directeur exécutif a effectué une visite de prospection au niveau des infrastructures d'accueil et des installations sportives. En tout cas, c'est un bilan très satisfaisant. J'ai vu que vraiment les autorités de ce pays, notamment la fédération, a surtout mis l'accent sur les infrastructures, la logistique, et je leur tire mon chapeau et félicitations pour cette bonne marche qui concourt à développer le football en partant par ces activités. Au terme de son séjour à Niamey, la mission de l'UFOA B a tiré le bilan suivant. Ces compétitions au niveau des petites catégories, à savoir les U15 qui viendront bientôt, les U17 et les U20, garçons comme filles, le Niger est capable de les faire. Bon, maintenant au niveau de la grande CAN, comme on dit, il faut encore beaucoup de temps parce qu'il faut au minimum 5 à 6 stades homologués par la CAF et la FIFA. Par ailleurs, le directeur exécutif de l'UFOA B s'est dit confiant sur les capacités organisationnelles du Niger à abriter les éliminatoires qualificatifs de la zone UFOA B comptant pour les éliminatoires de la CAN U20 prévue en Algérie en 2023. Point final de cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.